Quand j'ai ouvert la porte ce jeudi après-midi, Michel et Kyle m'attendaient déjà, furieux. Michel se tenait au milieu du salon, que Hélène et moi avions acheté il y a 35 ans, tandis que Kyle arpentait la pièce, son téléphone serré, le visage empourpré. Ils ne m'ont même pas laissé fermer la porte. Tu as perdu la tête, papa hurla Michel. Mon mari a failli faire une crise cardiaque au DAB ce matin. Je déposai mon sac. Kyle, furieux, me fit face, son téléphone à la main. Où est l'argent, Georges? La carte était vide. Pas un seul putain d'euro. Leurs mots, autrefois destructeurs, me laissaient désormais de marbre. Quelque chose en moi avait changé. J'ai changé mes coordonnées bancaires, dis-je, surpris par le calme de ma voix. Je regardai Michel droit dans les yeux. Ma retraite va désormais sur une nouvelle carte, que moi seul contrôle. Un silence assourdissant suivit. Michel ouvrit la bouche, sans un son. Son visage devint livide. Kyle se figea, son téléphone manquant de lui glisser des mains. « Quoi ?» murmura Michel, la main à la poitrine. « Tu as bien entendu ?» répondis-je, savourant ma fermeté, sans chercher à réparer ce que j'avais brisé dans leur monde. « Papa. » Elle trébucha sur le mot. « Tu ne peux pas faire ça. »« Je ne peux pas faire quoi ?» demandai-je, toujours aussi calme. « Contrôler mon propre argent, prendre des décisions concernant ma propre retraite, celle que j'ai gagnée en 41 ans à conduire des camions à travers la France. Mais nous... » La voix de Michel se brisa. « Nous dépendons de cet argent. Nous avons des dépenses, des dettes à payer. »« Des dettes ?» répétai-je, mon cœur endurci. « Parlez-vous de la nouvelle Dodge Charger de Kyle, garée dans mon allée? Ou des vacances à Miami que vous avez prises le mois dernier et auxquelles je n'ai pas été invité ?» Michel pâlit encore. « Ou peut-être, continuai-je, laissant éclater 3 ans de non-dit, de cette télévision de 75 pouces que vous avez achetée, ou de ce collier en or à 1500 € que tu portes en ce moment, celui dont j'ai trouvé le reçu le mois dernier. Tout a été acheté avec mon argent, ma retraite. » Je les regardai, puis sortis de mon sac les 53 pages de relevés bancaires, les posant sur la table. Leurs visages pâlirent, réduits au silence. Kyle fit un pas en avant, son index pointé sur moi comme une arme. « Tu vis dans notre maison ?» cracha-t-il, furieux. « Tu manges notre nourriture. Tu utilises notre électricité, notre eau, notre chauffage. C'est le moins que tu puisses faire pour contribuer. »« C'est juste, vieil homme. Notre maison. »« Notre maison, » avait-il dit. Comment osait-il, alors que l'acte de propriété portait toujours le nom d'Hélène et le mien? Nous l'avions acheté en 1990, payé par nos sacrifices. J'avançai d'un pas, et ils reculèrent. « C'est ma maison, » dis-je d'une voix dure comme l'acier. Hélène et moi l'avons payée, élevé notre fille et bâti notre vie ici. Je regardai Michel. « Vous êtes venu vivre ici il y a 3 ans, poursuivis-je, ma voix plus basse mais ferme. Quand vous avez perdu votre appartement, quand Kyle a perdu son emploi et que vous ne pouviez plus joindre les deux bouts, je vous ai ouvert ma porte. Je pensais aider ma famille. J'ignorais inviter des vautours à me dévorer. Je n'arrive pas à croire que tu me parles comme ça, dit Michel, les larmes de rage coulant sur ses joues. Je suis ta seule fille. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Michel, le visage froissé, sa voix monta, désespérée. Nous avons des dettes, papa. Tu vas nous ruiner. Nous ne pouvons pas survivre sans cet argent. Nous en avons besoin. Elle s'arrêta, réalisant son aveu. Kyle s'approcha d'elle, la rage sur son visage cédant à la peur. Michel balbutia, la voix brisée. « Tu ne peux pas faire ça. Nous dépendons de cet argent. » Cette nuit-là, dans le lit étroit que j'occupais depuis qu'ils avaient pris ma chambre, je sentis enfin le poids de la journée. Après 3 ans en fantôme, je redevenais visible. Je fixai la carte de débit argentée dans ma main. Arrivé 5 jours plus tôt, un mardi matin, de la First National Bank, ce bout de plastique représentait bien plus que de l'argent. La liberté. Je me remémorais le début. 9 jours plus tôt, mercredi 22 octobre. En cherchant mon transplantoire, j'avais trouvé dans le tiroir de Michel des documents glaçants. Un dossier pour la maison de retraite Sunset Meadows. 4 200 € par mois.
une demande d'évaluation mentale signée par le docteur Alan Brennan et une requête de mise sous tutelle déposée le 5 novembre. Il comptait m'enfermer, me déclarer incompétent et s'emparer de ma maison, de mon argent, de tout ce qu'Hélène et moi avions construit en 48 ans. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. La peur m'avait étreint, mais au matin, elle s'était muée en une résolution inébranlable. Le lendemain, jeudi 23 octobre, j'annonçai à Kyle que je devais aller à la banque pour les papiers de succession d'Hélène. Il protesta, mais j'insistai. Le trajet en bus dura 22 minutes, empli d'hésitation, mais je ne cédai pas. À la banque, Jessica Morgan m'écouta sans jugement. Jessica imprima 3 ans de relevés. 85 000 € avaient disparu. J'éclatai en sanglots. Jessica me réconforta. « Monsieur Georges, vous n'êtes pas seul, et il n'est pas trop tard. » Elle m'aida à ouvrir un nouveau compte, à y transférer les 412 € restants et à rediriger ma retraite dès le 1er novembre. Une nouvelle carte de débit était commandée, prévue pour le mardi 29 octobre. C'est là que je reprendrai le contrôle. Je rentrai ce jeudi, faisant comme si de rien n'était. Je cuisinais, faisais le ménage, les servais. Vendredi et samedi, je restais silencieux, observant Michel avec sa nouvelle robe à 350 €. Dimanche, Kyle remarqua mon silence. « Ça va, le vieux ?» Je répondis « Juste fatigué. » Lundi, en nettoyant la chambre de Michel, je trouvai un relevé de carte de crédit. 25 000 € de dette. Il dilapidait ma retraite. L'insomnie revint, mais cette fois, ce n'était plus la peur, mais une colère froide qui balayait mes dernières hésitations. Le mardi matin, 5 jours après la banque, le courrier arriva à 11 heures. Le facteur m'apporta une fine enveloppe blanche. Je l'emportai dans ma chambre et l'ouvris. À l'intérieur, ma carte argentée. J'appelai, entrai les chiffres et définis un nouveau code PIN. L'anniversaire d'Hélène, le 0428. La voix automatique confirma « Votre carte est active. Votre prochaine allocation de retraite de 2 300 € sera versée le 1er novembre, dans 2 jours. » 2 jours avant que Kyle n'aille au DAB et ne trouve rien. Assis sur le lit, carte en main, je ressentais un pouvoir oublié, celui sur ma propre vie. Après la confrontation, les larmes de Michel et les menaces de Kyle, je me suis permis un léger sourire. Je me suis levé et pris la photo d'Hélène sur la commode, celle de 1988 où elle tenait la guitare Martin que je lui avais offerte pour notre 11e anniversaire. « Je l'ai fait, ma chérie », ai-je murmuré. Je me suis enfin défendu. Demain, avec Isabella, la vraie bataille commencerait. Mais ce soir, pour la première fois en 3 ans, je m'accordais un moment de paix. Le premier pas était fait, sans retour possible. Tout avait commencé 3 ans plus tôt, un samedi matin d'avril, au début de la floraison des azalées. J'étais à table, café et journal en main, quand j'entendis la guitare d'Hélène. Elle était dans le jardin, sur le banc que nous avions construit. Ses doigts couraient sur les cordes de sa Martin des 28, le cadeau de notre 11e anniversaire. Ce matin-là, elle jouait une mélodie douce, inconnue. Je posai le journal et l'observai par la fenêtre. Elle portait son cardigan bleu pâle, ses cheveux relevés. Les azalées foisonnaient. Un instant, tout semblait parfait. Puis la musique s'arrêta. Je fronçai les sourcils. Hélène avait posé la guitare, pressant une main sur sa poitrine, le visage tendu par la douleur. J'étais dehors avant même de comprendre que j'avais bougé. « Hélène !» Elle leva des yeux effrayés, tenta de parler sans y parvenir, sa main agrippant son cardigan. Puis elle s'effondra. Je la rattrapai juste avant le sol, l'allongeai sur l'herbe, sa tête sur mes genoux, implorant d'une voix brisée « Reste avec moi, mon amour !» D'une main tremblante, je composais le 15. La voix calme de l'opératrice me posait des questions auxquelles je pouvais à peine répondre. Respirait-elle? Était-elle consciente? Je tentai le bouche à bouche, mais mes mains tremblaient, et sa poitrine restait immobile. L'ambulance arriva en 11 minutes qui me parurent des heures. Les ambulanciers travaillèrent sur elle avec une efficacité glaçante, puis l'emportèrent. Je montai avec elle, lui tenant la main, bien que je susse qu'elle ne sentait plus rien.
À l'hôpital Saint-Luc, aux urgences, j'attendis 40 minutes dans la salle, fixant une télévision muette, entouré d'étrangers aussi perdus que moi. Quand le médecin sortit, je lus la nouvelle sur son visage. Monsieur Georges, dit-il doucement en s'asseyant, votre femme a subi une insuffisance cardiaque congestive. Nous avons fait tout notre possible, mais elle est partie. Je suis désolé. Je ne pleurais pas, ne dis rien, me contentant de hocher la tête comme si on m'avait annoncé la défaite habituelle d'une équipe sportive. Je rentrais seul. La guitare était toujours sur l'herbe. Les azalées fleurissaient. Ma tasse de café, à moitié vide, était froide sur la table. Tout semblait identique, et pourtant, plus rien ne l'était. Les 6 premiers mois furent un enfer silencieux. Chaque matin, j'étendais la main vers elle, préparais 2 cafés, m'attendant à l'entendre fredonner. La maison était trop silencieuse, chaque pièce criait son absence. J'avais cessé de vivre, ne faisant que fixer le mur, cherchant un moyen de respirer. Michel était venu quelquefois, pleurant avec moi, m'aidant à ranger les affaires d'Hélène. Elle avait dit que ça irait mieux. Elle avait menti. Au 6e mois, j'avais perdu du poids. Mes mains tremblaient. La solitude était insupportable. Chaque recoin de la maison, des lunettes d'Hélène sur la table de nuit à son empreinte sur le canapé, était un piège de souvenirs. Je me noyais dans une maison pleine de fantômes. C'est alors que Michel commença à venir plus souvent, toujours accompagné de Kyle, toujours avec cette expression inquiète. Elle apportait des courses non demandées, évoquait la difficulté de vivre seule dans une si grande maison. Mais à chaque départ, son regard balayait les meubles, les murs, le jardin, avec une expression que je ne pouvais déchiffrer. Ce n'était pas de l'inquiétude, mais quelque chose d'autre qui me nouait l'estomac. Je crus d'abord à de l'amour filial, à de l'inquiétude. J'avais tort. 6 mois après la mort d'Hélène, en octobre, les visites de Michel devinrent régulières. Un samedi après-midi, elle arriva avec Kyle et 2 valises. « Papa, il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix douce et préoccupée. Assis dans le salon, le chagrin toujours lourd, je la vis s'asseoir à mes côtés, me prendre la main. « Tu ne devrais pas être seule dans cette grande maison », commença-t-elle. « Et si tu tombais, si personne n'était là, on s'inquiète pour toi. » Kyle, hochant la tête, ajouta « Trop d'escaliers, trop d'entretien pour une seule personne, Georges. » Michel me serrait toujours la main. « Et si nous emménagions juste temporairement, le temps que tu te sentes plus fort, prêt à nouveau à vivre seul ?» La maison vide, pleine de son silence oppressant, me submergeait. « Vous emménageriez ici ?» demandai-je. « Juste pour un petit moment », assura Michel. Ils promirent de tout gérer, de veiller sur moi. Submergé par le chagrin et désespéré de compagnie dans cette maison tombe, je n'ai pas questionné ce déménagement soudain. « D'accord », m'entendis-je dire. « Oui, ce serait bien. » Le visage de Michel s'illumina. Elle me serra fort. « Tu ne le regretteras pas, papa. Promis. » Kyle montait déjà les valises. Le premier mois fut acceptable. Michel cuisinait, Kyle s'occupait de l'entretien. Je me sentais utile en aidant aux tâches ménagères. Ils s'installèrent dans la chambre principale, me reléguant à la petite pièce arrière où Hélène cousait, avec un simple lit et une fenêtre donnant sur la clôture. C'était temporaire, me répétai-je. Dès le 2e mois, la situation changea. En décembre, Kyle me demanda 200 € pour une formation, promettant de rembourser. L'argent disparut, sans jamais être revu. En janvier, Michel, les larmes aux yeux, me demanda 300 € pour une carte de crédit, sous prétexte du chômage de Kyle. Malgré mes doutes, j'ai cédé. Ces 300 € s'évaporèrent aussi. En février, Michel changea de ton. Elle suggéra de verser ma pension directement sur son compte pour gérer les dépenses. Une alarme retentit. C'était mon argent, ma retraite. Mais elle insista, d'une voix plus dure, que c'était pour la maison, pour mon bien, pour me décharger du stress du deuil. Elle posa des formulaires bancaires devant moi. « Signe ici, papa. Ce sera plus simple. » Je regardais son visage, les yeux d'Hélène, mais une expression que je ne reconnaissais pas. Ma main trembla en prenant le stylo. J'ai signé sans lire, sans comprendre que je cédais le contrôle de ma pension, de mon indépendance, ma liberté.
Le piège s'est refermé si lentement que je ne l'ai pas vu. Dès mars, mes 2 300 € de pension mensuelle étaient directement versés sur le compte de Michel. Je n'avais plus aucun contrôle. Ma petite chambre au fond de ma propre maison devint une prison. Je n'étais plus un père, mais un employé. Les requêtes commencèrent. Préparer le petit déjeuner, comme je l'avais fait pendant 41 ans sur la route, me donnant l'impression de participer. Puis ce fut la lessive, le repassage des chemises de Kyle, le nettoyage de la salle de bain, l'aspirateur, le récurage de la cuisine. En avril, j'étais leur femme de ménage, payée avec ma propre pension, ma routine fixée de 5 heures du matin à la préparation du dîner. Mes moindres gestes étaient critiqués. Le petit déjeuner était trop lent, les chemises de Kyle mal repassées, le miroir de la salle de bain plein de traces. Michel énumérait mes erreurs. Kyle grommelait. Personne ne demandait comment j'allais. J'étais un fantôme utile dans leur appartement. Un vendredi de mai, ils s'apprêtèrent pour sortir. « Où allez-vous » demandai-je en faisant la vaisselle. « Dîner » dit Michel. « Au nouveau restaurant de steak en ville. »« À quelle heure dois-je être prêt ?» Un regard passa entre eux. « Papa, c'est bruyant là-bas, tu n'aimerais pas. C'est plus simple si nous sommes juste tous les deux. » Je compris parfaitement. Ils partirent à 18 heures. Je mangeais seul des restes de spaghettis, puis me réfugiai dans ma petite chambre, un débarras aménagé, pour regarder la télévision. Le lendemain matin, en passant l'aspirateur, je trouvai un reçu froissé entre les coussins du canapé. Une bijouterie, un collier en or 14 carats, 1650 €. Mes mains tremblèrent. 1650 € pour un collier. Pendant que je portais les mêmes 3 chemises, demandais la permission pour une portion supplémentaire au dîner et dormais dans une pièce à peine plus grande qu'un placard. Cet argent, ma pension de 2300 €, fruit de 40 ans de travail, était dépensé pour un bijou. Je voulus les confronter, mais la peur me paralysait. Peur d'être mis à la porte, de me retrouver seul dans ma maison vide, hanté par Hélène. Je pliai le reçu et le mis dans ma poche. Ce soir-là, Michel ne portait pas le collier. Mon appétit coupé, je touillai mon assiette. « Ça va, Georges » demanda-t-elle, sans quitter son téléphone. « Oui, fatigué. » Elle haussa les épaules. Une semaine plus tard, je tentais d'aborder le sujet avec Michel, seul dans le salon. « Michel, je crois qu'il est temps que je retourne chez moi. » Elle arrêta ses doigts sur son téléphone. « Quoi ? Vous avez besoin d'espace ?» Ses yeux devinrent froids. « Ne sois pas ridicule, papa. Tu es en sécurité ici. » La façon dont elle prononça « en sécurité » me glaça, comme si j'étais un prisonnier. « Je serais aussi en sécurité chez moi, » dis-je doucement. « Non, » rétorqua-t-elle, la voix tranchante. « Tu peux à peine prendre soin de toi. Tu as besoin de nous. Tu restes ici. C'est ce qu'il y a de mieux. » Son regard, dur et avertisseur, m'arrêta net. J'acquiesçai. « D'accord. » Elle reprit son téléphone. « Bien. » Je restai là, réalisant que ma pension ne couvrait pas leurs dépenses ménagères, mais finançait un train de vie qu'ils ne pouvaient pas se permettre, et que je le payais avec bien plus que de l'argent. Le jour où j'ai découvert ce que Michel avait fait de la guitare d'Hélène, quelque chose s'est brisé en moi. Tout a commencé par une simple question. Un après-midi de fin juin, en feuilletant un album, je revis Hélène avec sa Martin D 28. Je réalisai que je n'avais pas vu la guitare depuis que j'avais emménagé. Le soir même, j'interrogeai Michel sur la guitare d'Hélène. Sans quitter son téléphone, elle répondit « Je l'ai mise au stockage, chez toi. » Son ton me serra le ventre. « Je peux aller la chercher ?» Elle me regarda enfin, froide. « Papa, tu n'as pas besoin qu'elle prenne de la place ? Je veux garder quelque chose d'elle près de moi. » Elle posa son téléphone, la mâchoire serrée. « Je vais vérifier. » Elle ne le fit jamais. 2 semaines plus tard, je reposai la question. Kyle était présent. Après un long silence et un échange de regards, Michel finit par lâcher « Papa, je l'ai vendu. »« Quoi ?» Les mots ne s'enregistrèrent pas. « Il y a 18 mois. J'avais besoin d'argent pour des factures. » Ma poitrine se serra. « Tu as vendu la guitare d'Hélène ? Elle prenait la poussière. Elle n'en a plus besoin. » « Combien ?» Ma voix était plate. Elle hésita.
1 800 €. 1 800 € pour la Martin D28, la guitare que j'avais économisée pendant des mois pour nos 11 ans de mariage en 1988. Hélène avait pleuré en l'ouvrant, son nom gravé à l'intérieur. Hélène Patterson, avril 1988. C'était sa voix, sa présence, et Michel l'avait vendue. Pour ne pas dire l'irréparable, je me réfugiais dans la chambre, submergé par le souvenir du visage d'Hélène ce soir-là, de ses merci et de la chanson qu'elle avait composée. Puis, la boîte à bijoux d'Hélène. Je me précipitais vers le placard où je l'avais rangée des mois auparavant, avec ses boucles d'oreilles, la broche de sa mère et son alliance. Elle n'était plus là. Je cherchais, les mains tremblantes. De retour au salon, Michel regardait la télévision. « Où est la boîte à bijoux de ta mère ? Elle était dans mon placard. » Ma voix monta. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas. » Kyle se redressa, agacé. « Pourquoi est-ce important ? Parce qu'il y a son alliance dedans. » Le visage de Michel se figea. Après un regard échangé avec Kyle, elle souffla. « Je l'ai vendue. » La pièce vacilla. « Tu as vendu l'alliance de ta mère ? L'anneau que je lui ai offert ?» Ma voix se brisa. « C'était la sienne !» hurlai-je. « J'ai travaillé 6 mois pour l'acheter. Elle l'a porté 25 ans jusqu'à sa mort. » Kyle se leva, l'expression froide. « Ce ne sont que des objets, George. Elle est morte. Les choses matérielles n'ont pas d'importance. » Je me tournai vers lui. « Les choses matérielles n'ont pas d'importance ? Tu portes une montre à 200 €. Ta femme un collier à 1600 €. Mais l'alliance de ma femme n'a pas d'importance ?» Sa mâchoire se serra. « C'est différent. » « Comment ça ? Parce que c'est à vous ? Ça a été acheté avec mon argent. » Je hurlai. « Chaque euro que vous avez dépensé vient de ma retraite. Vous avez vendu la bague de ma femme pour vous acheter des bijoux avec mon argent. » Michel s'interposa. « Papa, calme-toi. »« Combien ? » exigeai-je. « Combien en as-tu tiré ?» Elle hésita. « 2100 €. 2100 € pour cette alliance en or blanc, sertie de diamants, que j'avais économisée pendant 6 mois en 2002 pour nos 25 ans de mariage. Hélène l'avait portée, avec l'anneau simple de 1977, tous les jours jusqu'à sa mort. Les ambulanciers me les avaient remises. Maintenant, elles étaient parties, vendues à un prêteur sur gage pour régler une carte de crédit de Michel. Je retournai dans la chambre, m'assis dans le noir, pensant à Hélène, à la vie que nous avions bâtie, aux souvenirs. Ma fille avait pris ses souvenirs et les avait vendus comme s'ils n'étaient rien. Les larmes vinrent sans s'arrêter. Mais je n'avais pas encore le courage d'agir. Non, la pire trahison restait à découvrir. Je trouvai les documents un mercredi matin, le 22 octobre, 18 mois, 1 semaine et 3 jours après la mort d'Hélène. Je cherchais des cisailles de jardin que Michel avait empruntées. Ce matin-là, elle était au travail. Kyle était sorti. J'étais seul. Après avoir cherché partout, je frappai à la porte de la chambre de Michel, puis l'ouvris. La pièce était impeccable. En ouvrant le second tiroir de la commode, je vis un épais dossier ocre glissé sous des pulls. L'étiquette indiquait « Maison de retraite Meadows ». Mes mains s'arrêtèrent. Une intuition me poussa à regarder. Je sortis le dossier. La première page était une brochure glacée de Sunset Meadows, un endroit où se sentir chez soi, avec des photos d'aînés souriants. La feuille de tarif, agrafée au dos, mentionnait 4 200 € par mois. Ma retraite était de 2 300 €. Je tournai la page. Un formulaire à moitié rempli, de l'écriture de Michel, était une demande d'évaluation des capacités, pour moi. Le docteur Alan Brennan y était nommé. Ma fille m'avait fait évaluer pour désorientation, problèmes de mémoire, difficultés avec les tâches quotidiennes, recommandant un placement en foyer d'accueil. L'évaluation, datée de 3 semaines, me décrivait confus, incapable de me souvenir d'événements récents, désorienté et nécessitant surveillance. Michel m'avait emmené à un bilan de routine. J'étais fatigué, sous médicaments contre le rhume. Ce rendez-vous de 15 minutes avec un médecin inconnu avait suffi à me déclarer incompétent. La requête en nomination de tutelle et curatelle me fit trembler. Michel demandait à devenir ma tutrice légale, me déclarant
incapable de gérer mes affaires en raison d'un déclin cognitif. Le document prévoyait transfert d'actifs, contrôle des finances et placement en établissement agréé. Dépôt de la requête, le 5 novembre 2025, dans 2 semaines. Un courriel de Michel au docteur Brennan confirmait leur entente. Elle le remerciait d'aider à l'évaluation de son père, évoquant mon déclin rapide et sa demande de documents pour la tutelle. La réponse du médecin était glaçante. Ravi de pouvoir aider. Je ferai l'évaluation succinctement et documenterai ce dont nous avons parlé. Michel et ce médecin avaient tout orchestré. Me déclarer incompétent, me priver de mes droits, me placer dans une maison de retraite avec ma pension. Je finirais à Sunset Meadows sous sédatif, tandis qu'il vivrait dans ma maison et dépenserait mon argent. La peur me submergea, ravivant l'odeur de désinfectant, d'urine et de désespoir des maisons de retraite que j'avais visitées. Je revoyais ces couloirs, ces visages éteints, attendant la mort. Je m'étais juré de ne jamais finir ainsi, et ma fille le planifiait. Anéanti par le deuil d'Hélène, j'avais laissé Michel faire, signer des papiers sans les lire, emménager, abandonner ma pension. Ce n'était plus de la faiblesse, mais une question de survie. Il ne m'enterrerait pas vivant. La peur fit place à une colère brûlante. Ils avaient pris la guitare d'Hélène, sa bague, mon argent, ma dignité et maintenant ma liberté. Je me levai, les jambes fermes. Je remis le dossier, fermai le tiroir et sortis. Dans ma chambre moisie, je m'assis. Pour la première fois depuis 18 mois, je me sentais enfin éveillé, au-delà du chagrin. Cette nuit-là, le sommeil me fuyait. Allongé dans l'obscurité, j'écoutais Michel et Kyle, leur voix étouffée. Je pensais à Hélène, à la vie que nous avions bâtie, à notre maison et à ce que j'étais devenu, un fantôme, un homme sans voix ni argent. Mais je n'étais pas mort. J'avais encore mon nom, ma pension qui m'appartenait légalement, et l'acte de ma maison. J'avais un choix. Les laisser gagner, me faire déclarer incompétent et finir à Sunset Meadows ou me battre. La décision fut prise vers 3 heures du matin. Demain, j'irai à la banque. Je reprendrai ma vie en main. J'entrai à la première banque nationale à 10 heures, le jeudi matin. En ressortant, j'étais un homme nouveau. Ce matin-là, j'avais dit à Michel et Kyle que je sortais. « Où vas-tu » demanda Kyle. « La banque. »« Pourquoi faire ?»« Des papiers concernant l'ancien compte d'Hélène. Des formulaires de succession, dis-je prudemment. Michel apparut. « Je peux m'en occuper pour toi, papa ?»« Non, je m'en occuperai moi-même. » Kyle insista, mais je pris ma veste. « J'y vais. Je serai de retour cet après-midi. » Je marchai vers la porte, entendant Kyle marmonner derrière moi. Le trajet en bus dura 20 minutes. Mon cœur battait la chamade, mes mains étaient moites. Le dossier, la requête, la maison de retraite, j'avais l'impression que j'allais tomber malade. La première banque nationale était petite. J'y étais venu une 12aine de fois. Aujourd'hui, j'étais là pour tout récupérer. À l'intérieur, je demandai à parler à quelqu'un au sujet de mon compte. Jessica Morgan, une jeune femme aux cheveux sombres et aux yeux gentils, vint m'accueillir. « Monsieur Georges, comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» me demanda-t-elle. J'éclaircis ma gorge. J'ai besoin de voir toutes les transactions de mon compte des 3 dernières années. Son sourire s'estompa. Toutes ? Oui, confirmai-je. Elle hocha la tête, puis lança l'impression. La machine crachait page après page. Quand elle s'arrêta, elle me tendit une épaisse pile. 53 pages, dit-elle doucement. Je les pris de mes mains tremblantes. Je commençai par le début. Janvier 2023. Ma pension de 2300 € y était chaque mois, suivie d'une longue liste de retraits. Restaurants, stations-service, grands magasins, achats en ligne. Page après page, le même schéma. Des centaines d'euros dépensés chaque semaine pour des choses que je n'avais jamais vues ni appréciées. Au bout de 3 ans et 53 pages, 85 000 € avaient disparu. Je posai la pile sur le bureau, la gorge nouée. Jessica me regardait, attentive. « Monsieur Georges, vous allez bien ?» demanda-t-elle. Je secouai la tête, incapable de parler. « Non, je dois changer de compte, un nouveau auquel moi seul aurai accès. » Elle hocha la tête. « Et je dois transférer l'argent, ce qu'il en reste, tout de suite. » Elle regarda son écran.
Il y a 412 € sur le compte. 400 € sur 85 000 €. Transférez tout et redirigez ma pension. Jessica tapa rapidement, m'expliquant qu'elle ouvrait un nouveau compte, transférait le solde et contacterait ma caisse de retraite pour rediriger ma pension dès le mois prochain. Je demandai le délai. La redirection serait effective au 1er novembre, le transfert instantané, et une nouvelle carte arriverait dans 5 jours ouvrables. 5 jours? J'acquiesçai. Faites-le. Après un silence, elle m'annonça que tout était prêt. Nouveau compte actif, solde transféré, pension déposée dès le mois prochain, carte attendue le mardi 29 octobre. Je soupirai de soulagement. Jessica me confia doucement avoir déjà vu de tels cas, m'informant des ressources contre l'abus financier sur personnes âgées. Je sais, dis-je. Merci. Elle me tendit un dossier avec les infos de mon nouveau compte et un numéro d'aide juridique locale. N'hésitez pas. Je me levai, mes jambes plus fermes. Merci Jessica. Elle me souhaita bonne chance. Dehors, le soleil et l'air paraissaient plus purs. La carte arriverait dans 5 jours ouvrables. 5 jours avant qu'il ne découvre le compte vide, avant que je n'aie à me préparer à la guerre. Ces 5 jours furent les plus longs. Chaque matin, l'attente du jour J. Le jeudi après-midi, de retour de la banque, je m'enfermais dans l'arrière-pièce. Mes mains tremblaient. Le dossier de Jessica sous ma veste, je fixais le mur. 5 jours à faire semblant. Je devais y arriver. Jours 1 et 2, jeudi après-midi et vendredi, je repris ma routine. Michel et Kyle ne remarquèrent rien. J'étais le père obéissant, le fantôme utile depuis des mois. Le vendredi soir, je fis des spaghettis pour eux. Ils mangèrent sans me regarder. Jour 3, samedi 25 octobre. Kyle remarqua ma posture plus droite, mon regard. « Tu as l'air différent ces derniers temps », dit-il en me voyant faire la vaisselle. « Il se passe quelque chose. » Je gardais mes mains stables, juste fatigué. « Tu es sûr ?» Je m'affaissai légèrement. « J'ai 72 ans, Kyle. Je suis toujours fatigué. » Il me fixa, puis haussa les épaules et s'éloigna. Je relâchai ma respiration. Jour 4, lundi 28 octobre. L'attente me rongeait. Chaque bruit me faisait sursauter, mais la carte n'arrivait pas. L'après-midi, Michel rentra avec des sacs de créateurs. « Papa, regarde cette robe, » dit-elle, me montrant un article à 350 €. Ma pension. Mon argent pour une robe inutile. Je me mordis la joue jusqu'au sang. C'est très joli. Elle disparut. Je m'assis dans le noir de l'arrière-pièce. Plus tard, en nettoyant la chambre de Michel, je trouvai un relevé de carte de crédit. 25 000 € dus, en plus des 85 000 € déjà partis. Ma vision se troubla. Kyle apparut. « Que fais-tu » ? « Je nettoie, » dis-je, posant le papier. « Tu fouilles nos affaires » ? « Non, il était là. Je l'ai vu par hasard. » Il s'approcha. « Tu as un problème, George ?» Je le regardais, cet homme vivant à mes crochets depuis 3 ans. Je souris. « Aucun problème, » dis-je. « Juste le ménage. » Il me dévisagea, puis s'écarta. Fini et sort. J'acquiesçai et sortis. Le mardi 29 octobre, à 11 h, j'entendis le courrier. Michel était au travail. Kyle dormait. Dans la boîte aux lettres, je trouvai une enveloppe blanche à mon nom. Mes mains tremblèrent en ouvrant la carte argentée. Je composai le numéro d'activation. La voix automatique m'annonça « Votre carte a été activée. Votre prochain versement de pension arrivera dans 2 jours ouvrables. » 2 jours. Le jeudi 31 octobre. Je raccrochai. Pour la première fois en 3 ans, je reprenais le contrôle. Dans 2 jours, quand Kyle irait au DEAB, le compte serait vide. Il saurait. Je n'étais plus l'homme brisé qui avait cédé sa pension par solitude. J'étais George, et j'en avais fini. La confrontation inévitable allait éclater. Le jeudi matin, je me levai, ma pension de 2 300 € étant désormais sur mon nouveau compte. Vers 9 h, alors que je revenais du magasin de bricolage, je croisai la voiture de Kyle. Son visage déterminé indiquait qu'il se rendait au DAB. En arrivant à l'appartement, je trouvai Michel furieuse dans le salon, et Kyle faisant les 100 pas, son téléphone à la main. Il m'attendait. « Où diable étais-tu » lança Kyle. « Au magasin de bricolage. »
Qu'as-tu fait, vieil homme? Les yeux de Michel étaient rouges. J'ai changé mes coordonnées bancaires, dis-je calmement. Ma pension me revient désormais? Kyle s'avança. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Je l'ai fait. Nous dépendons de cet argent. La voix de Michel se brisa. Vous dépendez de mon argent? Rétorquai-je. L'argent que j'ai gagné, que vous avez dépensé sans demander. Je m'assis sur le canapé. Michel, combien avez-vous dépensé ces 3 dernières années? 85 000 euros. Je sortis de ma veste la pile de relevés bancaires. Je l'ai posée sur la table basse. 85 000 euros en 3 ans. C'est ce que vous m'avez pris. Kyle s'en saisit. C'est privé, grommela-t-il. C'est mon compte, mon droit de savoir où est parti mon argent. Je pointai. 15 juin. Miami Airlines, 2800 euros. Je ne suis pas allé à Miami. Vous, si? 8 juillet, Best Buy, 2400 euros. Une télévision. 9 septembre, bijouterie KJ, 1650 euros. Le collier en or que tu portes. Michel porta la main à sa gorge. 85 000 euros, répétai-je. C'est fini. Michel se mit à pleurer. Papa, nous avons des dettes. Alors trouvez un travail, tous les deux. Le visage de Kyle se tordit de rage. Il s'approcha. Après qu'on t'a recueilli. C'est vous qui vous êtes installé dans mon chagrin, Kyle. Vous avez profité d'un vieil homme brisé. Il frappa la table. Surveille tes mots, vieil homme. Ou quoi? Tu me frapperas? Vas-y. Donne-moi une raison d'appeler la police. Michel lui attrapa le bras. Il la repoussa. Voici ce qui va se passer, dis-je. Mon argent est à moi. Ma pension va sur mon compte. Si vous voulez rester ici, vous paierez le loyer. Si vous ne pouvez pas, les portes s'ouvriront. Michel me regarda en larmes. Tu vas nous abandonner? Je ne vous abandonne pas. Je reprends ma vie. Kyle menaça. Tu le regretteras. Peut-être, dis-je, mais au moins je serai libre. La sonnette retentit. J'ouvris. Sur le seuil se tenait ma petite fille, Isabella, le visage d'une Hélène jeune. Papy? Sa voix était douce. Elle aperçut Michel et Kyle derrière moi, et son expression passa de la confusion à une dure compréhension. J'ai eu ton message il y a 3 semaines. Tu vas bien? Oui. Elle entra, son regard balayant la pièce, les papiers éparpillés. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne répondit. Isabella ramassa les relevés bancaires. Elle regarda Michel. Maman, qu'est-ce que c'est? On dirait que vous avez dépensé l'argent de papy. Michel tenta. Bella, ce n'est pas ce que tu crois. Kyle s'interposa. Ce ne sont pas tes affaires. C'est mon grand-père. Ça en fait mes affaires. Elle se tourna vers moi. Ça fait combien de temps? 3 ans. Sa mâchoire se serra. Fais tes valises, dit-elle. Tu viens à la maison. Isabella continua, s'adressant à Michel. J'ai parlé à Léonard Foster. Il ne t'a pas vu depuis 3 ans et personne n'a jamais répondu à ses appels. Il était inquiet. Ma gorge se serra. Je n'avais pas su que mon meilleur ami avait appelé. Chaque fois que j'ai voulu venir, maman, poursuivit Isabella, tu m'as dit que papy n'allait pas bien, qu'il était confus, que ce n'était pas le bon moment. 2 ans d'excuses. Michel tenta. Bella, j'essayais de protéger. Qui? La coupa Isabella. Lui ou toi-même? Kyle s'interposa. Tu dois partir, Isabella. C'est entre nous et Georges. Elle l'ignora. Isabella ramassa les relevés bancaires. Son visage se durcit. 85 000 euros, dit-elle froidement. C'est ce que vous lui avez pris en 3 ans. Michel s'effondra. Bella, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Isabella sortit son téléphone. C'est de l'abus financier sur personne âgée. Un crime grave. Elle commença à photographier les relevés, les reçus et l'extrait de carte de crédit que j'avais trouvé dans la chambre de Michel. Kyle s'avança. Pose ce téléphone. Isabella le regarda, les yeux flamboyants. Touche-moi et j'appelle la police. Il s'arrêta, les poings serrés. Papy, raconte-moi tout. Je lui racontai la mort d'Hélène, ma peine, comment Michel m'avait convaincu de déménager, de la laisser gérer mon argent, de signer des papiers sans les lire. Je lui parlais de ma vie de serviteur,
de la guitare et de l'alliance vendue, des documents pour la maison de retraite. Quand j'eus fini, les yeux d'Isabella brillaient, sa mâchoire serrée. Tu ne restes pas ici, déclara-t-elle. Tu viens à la maison. Michel commença à protester. Non, coupa Isabella d'une voix de lame. Tu n'as pas ton mot à dire. Pas d'excuses, pas de pardon. Tu l'as volé, isolé, et as tenté de le faire déclarer incapable pour tout lui prendre. Michel s'effondra sur le canapé, le visage dans ses mains. Kyle s'avança, sa voix dangereuse. Tu crois tout savoir, n'est-ce pas? Te croire meilleur que nous? Isabella se tourna vers lui. Il y a 2 ans, tu m'as demandé 200 € pour une formation. Je te les ai donnés par confiance. Tu ne m'as jamais remboursé. Le visage de Kyle devint écarlate. C'est là que j'ai commencé à prendre mes distances, dit Isabella. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Et maman? Elle regarda Michel. Tu ne l'as jamais arrêté. Michel ne leva pas les yeux. Isabella, l'expression adoucie, s'excusa de ne pas être venue plus tôt. Je la rassurai, et elle serra ma main. Ça s'arrête maintenant. Elle fit face à Michel et Kyle, annonçant que je quitterais l'appartement aujourd'hui pour ma maison, celle achetée avec Hélène. Michel tenta de protester, mais Isabella la coupa froidement, rappelant les 85 000 € dépensés. Quand Kyle menaça d'appeler un avocat, Isabella le défia, brandissant la menace de la prison pour abus financiers sur personnes âgées et affirmant avoir des preuves de chaque transaction. Kyle se tut. Isabella me demanda si je voulais partir. Mon regard balaya l'appartement exigu, les visages déformés de Michel et Kyle. Oui, répondis-je. Je me levai pour faire mes bagages dans l'arrière-pièce. Mes mains tremblaient, mais mes jambes étaient fermes. 10 minutes plus tard, je revenais au salon avec ma valise. Isabella toujours entre nous, son téléphone à la main. Michel tenta de m'arrêter, suppliant d'arranger les choses. Je la regardais, celle qui m'avait trahi. « Vous pouvez rester ici, dans cet appartement ?» dis-je calmement. « Mais vous paierez un loyer. » Sur la suggestion d'Isabella, qui avait vérifié le prix du marché, je fixai le loyer à 1050 € par mois. « Et vous couvrez toutes vos dépenses. » Michel s'écria qu'il ne pouvait pas. « Alors trouvez du travail, » rétorquai-je simplement. Kyle, le visage tordu de rage, m'accusa de me ranger de son côté. « Je ne me range du côté de personne, » répondis-je. « Je reprends ma vie en main. » Isabella leur donna un ultimatum. « Vous avez 3 semaines, jusqu'à fin novembre. Soit vous payez les 1050 € par mois et contribuez, soit vous trouvez un autre endroit où vivre. » Michel me regarda, en larmes. « 3 semaines, répétai-je. Je pris ma valise et me dirigeai vers la porte, Isabella derrière moi. J'entendis Michel sangloter sur le canapé et Kyle jurer avant de claquer la porte de leur chambre. Je ne me retournai pas. Dehors, l'air d'octobre était vif. Isabella chargea ma valise dans sa voiture. « Je ne te laisse pas seul, papy, » dit-elle doucement. « Je reste jusqu'à ce que tout soit réglé. » J'évoquai son travail à Chicago, mais elle insista. « Tu es plus important. Tu es l'homme qui m'a appris tant de choses. Je ne t'abandonnerai pas. » Je la serrai dans mes bras, et pour la première fois en 3 ans, je pleurai de soulagement. Les jours suivants furent une zone de guerre. J'avais réintégré ma maison, celle qu'Hélène et moi avions achetée. Isabella restait avec moi, travaillant à distance et s'assurant que je n'étais pas seul. Michel et Kyle ne partirent pas, attendant la fin du délai de 3 semaines, espérant que je change d'avis. Je ne le fis pas. Les règles étaient simples. Je faisais mes courses et cuisinais mes repas séparément. Michel et Kyle mangeaient en silence ou restaient enfermés. C'était une guerre froide, et j'étais résolu à ne pas perdre. Le 3e jour, Michel pleurait dans sa chambre. Mon instinct me poussait à la réconforter, mais je me forçais à rester dans la cuisine. Isabella me dit « Papy, tu n'as pas à te sentir bien. » Je lui expliquai que si j'y allais, elle en profiterait et je céderais. Isabella hocha la tête. « Tu as raison, c'est normal de se sentir mal. » J'écoutais ma fille, me détestant de ma fermeté. Le 4e jour, Kyle changea de tactique. Il s'assit à la table de la cuisine, l'air fatigué. « Georges, nous sommes une famille. Parlons. » Je lui rappelai mes conditions. Payer le loyer ou partir. Il répondit
Nous ne pouvons pas nous le permettre. Alors trouvez un moyen, rétorquai-je. Travaillez, réduisez vos dépenses. Il se pencha. Quelles dépenses? Nous sommes déjà à flux tendu. Je sortis une liste détaillée. Entre streaming, restaurant, l'abonnement de Michel à la salle de sport était Paris, vous dépensez une fortune. Son visage vira au rouge. Ce ne sont pas tes... C'est mon affaire quand vous me demandez de subventionner tout ça. Prouvez que vous pouvez le faire, sinon, trouvez un autre endroit. La mâchoire de Kyle se serra. Il me reprocha l'état de Michel, incapable de fonctionner. Ce n'est pas mon problème, rétorquai-je. C'est ta fille. Je sais qui elle est et ce qu'elle a fait. Aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser te détruire. Il se leva brusquement. Tu es un salaud froid. Peut-être, répondis-je. Mais au moins, je suis libre. Il quitta la pièce. Cette nuit-là, Michel frappa doucement à ma porte. Je posai la photo d'Hélène et l'accueillis. Son visage était pâle et ses yeux rouges. Papa, on peut parler? Demanda-t-elle. Elle s'assit, les mains jointes. Après un long silence, Michel murmura « Je suis désolé. Nous avons profité de toi. » Je la questionnai. « Es-tu désolé par réelle contrition ou par peur des conséquences et de perdre l'appartement ?» Elle parut surprise. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. « Est-ce que ça importe? Je m'excuse. »« Oui, ça importe, » rétorquai-je. Elle me fixa, frustrée. « Je ne comprends pas ce que tu attends. L'honnêteté, la responsabilité. Que tu reconnaisses que vous avez trahi ma confiance, profitant de mon deuil et de ma vulnérabilité. » Son visage se froissa. « Je sais, papa, mais nous étions désespérés. Il y a toujours d'autres options, dis-je fermement. Tu aurais pu demander de l'aide, être honnête, me traiter comme une personne, pas comme une ressource. Nous t'avons traité comme une personne. Vous m'avez traité comme un domestique, rétorquai-je. Vous m'avez exploité, critiqué, isolé, vendu les affaires d'Hélène, et vous avez même tenté de me faire déclarer incompétent pour tout me prendre. Michel blanchit. La maison de retraite? Non. Je levai une main. N'essaie pas de justifier. J'ai trouvé les papiers. Je sais ce que tu préparais. Elle se remit à pleurer, ses épaules secouées. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Nous étions en train de couler, papa. Les dettes, les factures. Kyle est au chômage depuis 3 ans. Et à qui la faute? Elle me regarda, les larmes coulant sur son visage. Kyle est au chômage depuis 3 ans. Cherche-t-il du travail ou vit-il de ma retraite, assis sur le canapé à jouer aux jeux vidéo? Elle ne répondit pas. J'ai vu ce schéma depuis que tu es jeune, dis-je doucement. Tu fais une erreur, tu pleures, et tu t'attends à ce qu'on te pardonne sans conséquence. Mais ça ne marche plus comme ça, Michel. Pas cette fois. Elle se leva, le visage déformé par la colère. Je ne te reconnais plus. Ce n'est pas toi. Tu as raison, répondis-je. Ce n'est pas l'homme que tu as transformé en domestique. C'est l'homme que j'aurais dû être depuis le début. Elle me fixa, entre fureur et chagrin, puis claqua la porte en sortant. Je me rassis sur le lit, les mains tremblantes, et repris la photo d'Hélène. « J'essaie, » lui murmurai-je. « J'essaie de faire ce qu'il faut. » La maison était silencieuse, mais pour la première fois en 3 ans, le silence ne ressemblait plus à de la solitude. Il ressemblait à de la force. Un dimanche matin, Isabella m'annonça un visiteur. C'était Léonard Foster, mon meilleur ami, que je n'avais pas vu depuis 3 ans. Alors que je buvais mon café, j'entendis frapper. Isabella ouvrit et m'appela. Je vis Léonard sur le porche, ses cheveux gris clairsemés et son visage marqué, mais ses yeux bienveillants étaient les mêmes. L'émotion me noua la gorge. Il s'avança et me serra dans ses bras. Pour la première fois en 3 ans, je pleurais devant quelqu'un d'autre qu'Isabella. « Je suis tellement désolé, » parvins-je à dire. « Chut, non, » dit-il d'une voix rauque. « Ne t'excuse pas. Laisse-moi juste te regarder. » Nous nous assîmes sur le porche, le soleil perçant les nuages. Isabella nous apporta du café, puis nous laissa seuls. « Je ne savais pas, » dis-je finalement. « Je ne savais pas que Michel tenait les gens éloignés. » Léonard hocha la tête. « Je m'en doutais. J'ai essayé d'appeler, laissé 20 messages vocaux. Personne n'a jamais rappelé. Je ne les ai jamais reçus. Je le sais maintenant.
Il y a 2 ans, Michel m'a appelé, disant que ton médecin lui avait dit que tu ne pouvais pas avoir de visiteurs, que tu étais fragile. Ma poitrine se serra. Ce n'est pas vrai. Je sais, mais je l'ai cru, Georges. C'est ta fille. Je pensais qu'elle prenait soin de toi. Ce n'était pas le cas. J'ai commencé à me douter 6 mois plus tard. J'ai conduit plusieurs fois devant ta maison, mais tu n'étais jamais là. Alors, je suis allé à l'appartement qu'elle m'avait donné. J'ai frappé. Michel avait répondu, lui refusant l'entrée sous prétexte que j'étais endormi ou trop fragile, allant jusqu'à lui claquer la porte au nez. Quelques mois plus tard, elle lui avait même affirmé que je ne me souvenais plus de lui, qu'il valait mieux qu'il s'éloigne. Je ne t'ai jamais oublié, dis-je doucement. Je sais. Il me serra l'épaule. Isabella m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a raconté ce qui t'était arrivé, ce qu'il t'avait maintenant fait. Je suis venu aussitôt que j'ai pu. Un silence s'installa, tandis que le quartier s'éveillait. « Comment vas-tu » demandai-je. Léonard eut un sourire triste. Seul, pour être honnête. Martha est partie il y a 2 ans. Une crise cardiaque, rapide comme Hélène. Ma gorge se serra. Je ne savais pas. Je suis tellement désolé. Il avait essayé de me prévenir, mais Michel l'avait empêché. Je n'étais pas là, dis-je. Je n'étais nulle part. Il acquiesça. Tu es là maintenant, c'est ce qui compte. J'entendais des bruits à l'intérieur. Léonard, jetant un œil vers la porte, demanda si Michel et Kyle paieraient le loyer à temps. J'ai secoué la tête, n'ayant rien reçu. Bien, dit-il. Il ne mérite pas cet endroit. J'ai 75 ans, Georges. Je n'ai plus le temps d'être poli avec ceux qui blessent mes amis. Ce qu'ils t'ont fait, voler ton argent, t'isoler, tenter de te placer, est de l'abus. L'entendre le confirmer rendait la chose plus concrète. Je sais, dis-je. Léonard s'adossa. Depuis que Martha est partie, je fais de la menuiserie au centre communautaire, tous les mardis et jeudis matins. Des vieux comme nous construisent des meubles, des nichoirs. Je souris. Ça a l'air sympa. Tu devrais venir. Tu étais doué de tes mains. Tu te souviens de l'étagère pour Hélène ? Je m'en souvenais. Je n'ai rien construit depuis des années, dis-je. Le but, ajouta-t-il, c'est d'avoir quelque chose à faire, un endroit où aller, des gens à qui parler. Tu as été seul pendant 3 ans, Georges. Tu n'as plus à l'être. Ma poitrine se serra, mais cette fois d'espoir. J'y penserai, dis-je. Bien. Nous restâmes un moment en silence. Tout ira bien, Georges, dit Léonard. Tu as Isabella, tu m'as moi. De vraies personnes se soucient de toi, pas celles qui t'ont utilisé. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. À l'intérieur, le bruit s'intensifia. J'entendis la voix frustrée de Michel, puis la réponse en colère de Kyle. Léonard regarda la porte. Ils font leurs valises, je crois. Il répéta « Bien ». Quelques minutes plus tard, un camion de déménagement entra dans l'allée. Léonard et moi regardâmes Kyle sortir avec des cartons, puis Michel, le visage pâle et les yeux rouges, portant une valise. Aucun ne nous regarda. Léonard se pencha. « Tu veux que je reste au cas où ça dégénère ?»« Non, dis-je doucement. Ça ira. » Il acquiesça. « Je reviendrai mardi matin, à 10 heures. Nous irons au centre communautaire ensemble. »« D'accord. » Il me serra l'épaule avant de descendre vers sa voiture. Je restai assis seul, les regardant charger leurs affaires. Je repensais aux mots de Léonard. « Tu as des gens qui se soucient de toi, de vraies personnes. » Pendant 3 ans, j'avais cru être seul, que Michel et Kyle étaient ma seule famille. J'avais eu tort. Ils m'avaient isolé de Léonard, de mes amis, de tous ceux qui auraient pu remarquer ce qu'il faisait. Mais ils n'avaient pas pu effacer les gens qui m'aimaient vraiment. Et maintenant, ces gens revenaient. Alors que je préparais le dîner, j'entendis leurs pas dans l'escalier. Michel et Kyle se tenaient en bas, valises à la main, Michel tenant une boîte. Le visage de Kyle était dur. Michel, pâle et les yeux rougis, évitait mon regard. « Nous partons », dit Kyle d'un ton froid et défiant. « Visiblement, nous ne pouvons plus nous permettre votre loyer. »« Où irez-vous » demandai-je. « Ce n'est plus votre problème, » murmura Michel. La pique me blessa. « Avez-vous besoin d'aide » Kyle eut un rire amer. « Nous n'avons besoin de rien de votre part. »
Michel tourna les talons vers la porte, sa valise roulant derrière elle. Kyle la suivit. Je les regardais charger leurs affaires dans la vieille Honda Civic, celle-là même dont Kyle avait prétendu qu'elle était à bout de souffle pour justifier leur demande d'argent. Elle roulait toujours. Michel revint une dernière fois avec une boîte. Elle s'arrêta un instant sur le seuil, puis sortit sans un mot. Pas d'adieu, pas d'étreinte. Juste le son du moteur et le crissement des pneus sur le gravier. Puis le silence. Je restai longtemps dans le couloir, devant la porte close, submergé d'émotions contradictoires. Un soulagement immense, la pression constante et la peur de les froisser ayant disparu. Mais aussi une profonde tristesse, car c'était ma fille, celle que j'avais élevée, qui s'en allait ainsi. Et enfin, la liberté. Cette maison, le foyer que Hélène et moi avions bâti, était de nouveau le mien. Je parcourus les pièces. Le salon, à part le canapé, et la bibliothèque d'Hélène, semblait vide. La chambre d'amis était impeccable. La chambre de Michel et Kyle était en désordre. Notre chambre, pendant 48 ans, Michel l'avait traitée comme un débarras. Je refermai la porte. Dans la cuisine, je trouvai une feuille. « J'espère que tu seras heureux seul. » 8 mots amers et blessants. Je les lus, puis posai le papier. J'appelai Isabella. « Papy, ils sont partis, dis-je. »« Tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Je vais bien, répondis-je. »« Vraiment ? D'accord. Je t'apporterai le petit déjeuner demain à 9 heures. Ne discute pas. »« D'accord. » La gorge serrée, je répondis « Je t'aime aussi, Bella. » Raccrochant, je repris la note. Je la chiffonnais. Ces mots ne pouvaient plus m'atteindre. La peur de la solitude, du vide d'Hélène, m'avait rendu faible 3 ans durant. J'avais cédé le contrôle, signé sans lire, donné mon argent, devenu un étranger chez moi. Mais je n'avais plus peur. Être seul n'était pas être isolé. J'avais Isabella, Léonard, le groupe de menuiserie, mes voisins. J'avais retrouvé ma vie, ce foyer qu'Hélène et moi avions bâti. La maison était à moi. Son silence n'était plus chagrin, mais paix. Sur la cheminée, Hélène me souriait de notre photo de mariage. « Je l'ai fait, Hélène. J'ai tout récupéré, » murmurai-je, sentant sa présence apaisante. Je restai longtemps assis, savourant enfin cette liberté. Cette nuit-là, je dormis dans notre chambre, remise en ordre. J'attendais la douleur habituelle, mais seule la paix vint. Le deuil ne me possédait plus. Hélène resterait toujours une partie de moi, mais je n'étais plus écrasé. Les mots de Léonard me revinrent. « Tu as des gens qui tiennent à toi. » Il avait raison. Je n'étais pas seul. Je dormis enfin d'un sommeil profond. 6 mois plus tard, un samedi matin d'avril, je siégeais sur le porche, regardant les azalées d'Hélène s'épanouir. L'air était frais, le soleil doux. Une année auparavant, j'étais dans un appartement exigu, à servir des gens qui ne me voyaient pas. Maintenant, j'étais chez moi. Le premier mois fut consacré au nettoyage. J'ai récuré chaque pièce, effaçant les traces de Michel et Kyle. J'ai repeint la chambre principale du bleu pâle d'Hélène et rempli les murs de ses photos. La maison avait cessé d'être vide. Elle était redevenue un foyer. En janvier, Isabella me persuada d'aller à la bibliothèque. Sarah, la bibliothécaire, me présenta au club de lecture pour seniors. J'avais peur de ne pas m'intégrer, mais je me trompais. En février, je connaissais leurs noms. Franck, Dorothy, Marcus. Ils m'avaient accueilli. En mars, Léonard m'entraîna à un cours d'aquarelle. « Je ne sais pas peindre, » avais-je objecté. « Moi non plus. C'est le but, » avait-il rétorqué. Diane, l'instructrice, me tendit un pinceau. Ma première tentative fut un désastre, mais je créais enfin. Je ne me contentais plus de survivre, je créais. En avril, j'avais établi ma routine. Chaque matin à 6 heures, café sur le porche. Les mardis, petit déjeuner avec Léonard, parlant de tout et de rien. Les mercredis, atelier de menuiserie pour ma cabane à oiseaux. Les vendredis, club de lecture. Les samedis, Isabella venait à 9 heures avec des provisions et son sourire. Nous cuisinions, regardions des films, parlions de sa vie. Quand je lui racontais ma semaine, elle souriait, fière. « Tu t'en sors très bien, papy. » Mes finances étaient stables. Ma pension de 2 300 € par mois,
entièrement mienne depuis le remboursement de l'hypothèque, me permettait de payer les factures et d'épargner 800 € par mois. Mon compte grossissait, m'offrant sécurité, indépendance et liberté. En mai, je me réimpliquais dans le quartier. Je saluais les voisins, discutais avec le facteur, participais au dîner communautaire avec la recette d'Hélène. Je n'étais plus invisible. Un samedi, Isabella, me voyant sur le porche, remarqua « Tu as l'air heureux, papy ». Je lui répondis « Oui, pour la première fois en 3 ans, je le suis ». Elle me serra la main. Après le départ d'Isabella, je contemplais mon salon. Ma maison, ma vie, ma pension. Je vivais. Par la fenêtre, la vieille Honda Civic s'arrêta dans l'allée. Je me figeai. Michel en sortit, méconnaissable, plus mince, le visage pâle, les yeux cernés, les mains tremblantes. « Salut, papa » dit-elle d'une voix faible, sur le pas de la porte. Je restai silencieux. « Puis-je entrer, juste pour parler ?»« Je ne demande rien. » Après un instant, 5 minutes, elle hocha la tête et entra. Assis dans le salon, un long silence s'installa. « Je suis désolé, » finit-elle. Je n'ai pas répondu. Elle prit une profonde inspiration. « Kyle et moi nous sommes séparés il y a 2 mois. Ces dettes de jeu, pires que je ne l'imaginais, et contractées auprès de gens dangereux, nous ont forcés à fuir en pleine nuit. » Elle logeait chez une amie, enchaînant 2 emplois pour éponger les dettes qu'il lui avait laissées. Son épuisement était palpable. « Pourquoi me racontes-tu ça ?» demandai-je. Les larmes aux yeux, elle leva les yeux vers moi. « Je ne suis pas venu pour de l'argent, mais pour te dire que tu avais raison. » Je m'adossai, l'écoutant. « J'ai profité de toi. Je t'ai traité comme un moins que rien, volé, isolé, tenté de te priver de ta liberté, de ta dignité. Je suis désolé. » Je n'ai rien dit. Je me suis menti à moi-même, continua-t-elle, la voix brisée. Je savais que c'était mal. « Pourquoi t'en soucies-tu maintenant ?» demandai-je. « Parce que j'ai touché le fond. Kyle m'a tout pris, exactement comme j'ai voulu. » Ce soir-là, sur le porche, le soleil couchant m'invitait à la réflexion. Je tenais la photo de mariage d'Hélène. Je ne savais pas si Michel changerait, si nous reconstruirions un jour. Mais moi, j'avais changé. Et c'était suffisant. J'ai repensé aux 3 dernières années, aux chagrins, aux erreurs, aux limites non posées, à la dignité perdue, et aux leçons apprises à la dure. La première leçon, l'amour de soi n'est pas égoïste. Pendant 3 ans, j'avais cru que mes besoins importaient un moins, qu'un refus était un abandon. J'avais tort. On ne peut donner si l'on est vide. Prendre soin de soi est une question de survie, pas d'égoïsme. Deuxième leçon, les limites sont de l'amour. Je croyais que l'amour exigeait de tout donner. Mais les limites ne sont pas des murs, ce sont des ponts, protégeant tout en permettant la connexion. Dire non quand il le faut n'est pas méchant, c'est nécessaire. Troisième leçon, ma valeur ne se mesure pas à ce que je peux donner. Après 41 ans de travail, j'avais fini par croire que ma valeur venait de mon salaire, de ce que j'offrais. Mais je suis plus qu'une retraite, plus qu'un compte en banque. Je suis une personne digne de respect à tout âge. Quatrième leçon, la famille n'est pas que le sang. Michel est ma fille et je l'aimerai toujours. Mais l'amour n'est pas une permission de détruire. La vraie famille, ce sont ceux qui vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce que vous donnez. Léonard, apparu après 3 ans sans juger. Isabella, qui s'est battue pour moi. Les gens du club de lecture, du groupe de menuiserie, les voisins. C'est ça, la famille. Cinquième leçon. Le chagrin rend vulnérable, mais pas faible. Quand Hélène est morte, je me suis perdu, consumé par la douleur, cessant de me battre. Michel a exploité cette vulnérabilité. Mais le chagrin n'est pas une faiblesse, c'est l'amour sans but. Guérir n'est pas oublier, mais apprendre à vivre avec la perte, à honorer sa mémoire sans être paralysé. Hélène aurait voulu que je vive. Pas juste que je survive, que je vive. Sixième leçon. L'âge est sagesse, pas faiblesse. À 72 ans, je me croyais trop vieux, trop fatigué, trop brisé pour reconstruire. J'avais tort. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa vie en main, pour défendre sa dignité.
72 ans ne signifie pas être invisible ou inutile, mais expérimenté, fort, capable. Septième leçon. Le pardon doit se mériter. Je veux pardonner à Michel un jour. Mais le pardon ne se donne pas sur simple demande. Il se gagne par les actions, le changement, le temps. La réconciliation n'est pas un retour en arrière, mais la construction de quelque chose de nouveau, de plus sain, de plus honnête. Et cela demande plus qu'une excuse. Peut-être qu'un jour Michel et moi y parviendrons, mais pas aujourd'hui. Et c'est bien ainsi. Je regardais la photo d'Hélène, son visage souriant, plein d'espoir. Je l'ai fait, murmurai-je dans l'air du soir. J'ai repris ma vie. Tu serais fier. Le vent bruissait. Dans ma mémoire, j'entendis sa voix, claire et chaleureuse. J'ai toujours été fier de toi, Georges. Je fermai les yeux, laissant ces mots me couvrir. Elle avait raison. Elle avait toujours été fière, même quand j'étais faible, brisé, perdu. Elle m'avait aimé à travers tout cela. Enfin, j'apprenais à m'aimer. Si vous lisez ceci et vivez une situation similaire, sachez que ce n'est pas votre faute. Vous méritez dignité, respect, le contrôle de votre vie et de vos choix. Il n'est jamais trop tard. À 72 ans, j'ai repris ma vie. Vous le pouvez aussi. N'attendez pas, n'ayez ni peur ni culpabilité. Fixez des limites, demandez de l'aide. Vous le valez bien. Entrer chez moi fut une victoire. Le silence, enfin paisible, était le mien. Je redécouvrais chaque pièce que j'avais reprise. Même ma petite pièce arrière, autrefois ma prison, redevenue simple débarras. Mon téléphone vibra. Des messages d'Isabella et de Léonard m'attendaient. De vraies connexions, non des demandes d'argent, emplissaient ma vie. Je n'étais plus seul. Cette nuit-là, je dormis profondément. Au lever du soleil, savourant mon café sur le porche, je fus salué par Madame Rodriguez, ma voisine. Je levai ma tasse, aux secondes chances, à ma liberté retrouvée. Les azalées d'Hélène ondulaient, l'espoir fleurissait en moi. La douleur m'avait tout appris. J'avais reconstruit ma vie, posé des limites et retrouvé ma dignité, qui ne se mesurait pas à l'argent. L'âge n'enlève rien à notre valeur. Le pardon se gagne par un vrai changement. Mon erreur fut d'ignorer trop longtemps les signes de la trahison familiale, en croyant aveuglément au lien du sang. Ne soyez pas comme moi. Ne confondez pas manipulation et amour. Ne signez rien sans lire. Lorsque l'on vous isole, contrôle votre argent ou vous emprisonne chez vous, levez-vous. Fixer des limites n'est pas de la cruauté, mais une question de survie. Votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez. L'âge ne vous affaiblit pas. Il vous donne la sagesse de savoir quand c'est assez. Les histoires de grand-père ne devraient pas finir dans la misère, mais dans la dignité. Je crois que Dieu m'a laissé toucher le fond pour que je trouve la force de me relever. Hélène avait raison. Le Seigneur ne nous donne jamais plus que ce que nous pouvons supporter. Mais parfois, il nous laisse nous approcher du bord pour que nous nous souvenions de nous accrocher. La foi et l'aide d'Isabella et Léonard m'ont ramené de ce bord. Si vous vivez des abus, il n'est pas trop tard. Reprenez le contrôle. Contactez votre banque, un avocat, les services sociaux, ou parlez à ceux qui vous aiment pour vous, pas pour votre argent. La trahison familiale est la plus douloureuse, mais la guérison commence quand on choisit de se prioriser. À 72 ans, je suis libre. 3 années de souffrance ont forgé cette liberté, m'enseignant la dignité, des limites claires et l'importance d'une famille choisie. N'attendez pas comme moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, écrivez en commentaire ce qui vous a le plus touché et abonnez-vous à la chaîne. Il y aura encore beaucoup d'autres histoires. Ce n'est pas la fin de mon histoire, ce n'est que le début de quelque chose de meilleur.